Ouverture au Rwanda du 26e Forum économique mondial pour l'Afrique, forum consacré aux nouvelles technologies. Plus de 1200 participants issus de plus de 70 pays sont sur place à Kigali. Aujourd'hui, 12 mai, journée internationale des infirmiers et infirmières. En Côte d'Ivoire, leur association plaide pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Le point de la célébration dans quelques instants. Au Brésil, Dilma Rousseff, suspendue de ses fonctions présidentielles. La présidente brésilienne est écartée du pouvoir dans l'attente de son procès en destitution. Bonjour. Bonjour à tous. On parlera économie, coopération, sécurité alimentaire, environnement, éducation et emploi jeune dans ce 13 heures. Déjà, disons que l'actualité évolue au pas de course au Brésil. Dilma Rousseff est officiellement écartée du pouvoir. Dans l'attente de son procès en destitution, les sénateurs brésiliens se sont prononcés pour la poursuite du processus en cours à 55 voix contre 22. Son vice-président Michel Temer la remplace au sommet de l'État. Le récit de Sylvie Touré qui suit cette affaire depuis le début. Un président par accident, un traître conspirateur incorrompu. Entre critiques et injures, Michel Temer se dirige vers le Palacio d'Alvorada, le palais de l'Aurore. Il doit remplacer Dilma Rousseff, appelée à répondre devant la justice des accusations de maquillage de comptes publics portées à son encontre. Le Sénat a voté à la majorité l'ouverture formelle du procès en destitution. Conséquence, la présidente du Brésil doit être écartée du pouvoir pour 6 mois. Et selon la Constitution, le vice-président hérite du trône. Michel Temer est donc celui qui doit poursuivre le mandat de Dilma, prévu pour s'achever en 2018. Passé de l'ombre à la lumière, Michel Temer rêvait de ce jour. Il y pensait sûrement en se rasant la barbe. On finit par conclure les observateurs après la fuite courant avril d'un enregistrement audio contenant son discours à la nation au cas où la procédure en destitution de la présidente allait à son terme. Le masque est tombé, avait réagi Dilma Rousseff, qui dans la tempête politico-judiciaire n'a jamais bénéficié du soutien de son numéro 2. L'homme avait préféré se retirer à Brasilia, certainement pour attendre son heure et elle vient de sonner. Cependant, le Sphinx, comme on l'appelle au Brésil, héritera d'un pays en proie à une crise économique et sociale. Un pays divisé en deux entre pro-Dilma et pro-destitution qui battent le pavé depuis un mois pour se faire entendre. Cité dans l'affaire Petrobras, le risque d'être interpellé par la justice n'est pas à écarter pour Michel Temer. En cas de blanchiment après la procédure judiciaire, Dilma Rousseff sera autorisée à récupérer son fauteuil. L'ex-guerriera ne s'avoue pas vaincue. Je ne suis pas fatiguée de lutter. La démission ne m'est jamais passée par la tête, avait-elle lancé à l'ouverture du vote des sénateurs. Et justement, le vote des sénateurs brésiliens entraîne la mise à l'écart du pouvoir de Dilma Rousseff pendant 180 jours maximum. En Côte d'Ivoire, l'actualité reste marquée par le Conseil des ministres qui s'est tenu hier. 71 personnes en détention préventive, 17 personnes condamnées après les affrontements communautaires de Bouna. Information donnée hier par le gouvernement. Le Conseil des ministres a annoncé aussi la construction de 11 établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle estimés à 53 milliards de francs CFA dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire. La synthèse avec Awa Touré. Les usagers pourront dorénavant saisir les cours d'appel de commerce en cas de prolongement du litige après la décision en première instance. Le Conseil des ministres a adopté à cet effet un projet de loi portant institution et organisation des juridictions de commerce. Le présent projet de loi qui a été adopté innove en plusieurs points. Premièrement, il institue des cours d'appel de commerce à part entière qui sont détachés donc des cours d'appel de droit commun. Ensuite, il ramène l'intérêt pécuniaire du litige qui permet de déterminer le taux de ressort à 25 millions de francs CFA au lieu d'1 milliard qui avait été prévu par l'ancienne loi. Il envisage de faire passer l'intérêt pécuniaire des litiges relevant exclusivement de la compétence des chefs de juridiction commerciale à 300 millions de francs CFA, et ceci dans le souci de permettre au président des juridictions commerciales
qui cumulent des attributions juridictionnelles et administratives de jouer efficacement leur rôle de chef de juridiction. Le gouvernement entend aussi renforcer la compétitivité des entreprises ivoiriennes à travers la réglementation des autorisations et actes administratifs. La multiplicité de ces actes administratifs qui sont tarifés naturellement constitue non seulement un frein majeur à la célérité, à la réduction des coûts des procédures d'importation et d'exportation, mais également une difficulté technique dans la mise en place du guichet unique du commerce extérieur. La délivrance de tout certificat ou autorisation de l'administration est désormais donc gratuite, à l'exception des certificats et autorisations relatifs à l'inspection phytosanitaire et à l'inspection des médicaments pour lesquels les redevances sont instituées. Et en le faisant, le gouvernement entend évidemment améliorer, et cela significativement, les performances de notre pays au classement du Doing Business. Le Conseil a par ailleurs autorisé la construction et l'équipement de 11 établissements d'enseignement technique en vue d'améliorer l'offre de formation en Côte d'Ivoire. Le Conseil a donc autorisé la construction et l'équipement de 11 nouveaux établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle, notamment à Abidjan, à Botro, Boisflé, Bouna, Issia, Bouaké, Man, Yamsokro et Zouaounye. Ce programme de nouvelle construction est d'un coût total de 53 milliards 152 millions 730 883 francs CFA. Face à la reconstitution rapide des dépôts sauvages, l'occupation anarchique des trottoirs et des espaces verts, le gouvernement appelle les populations à un comportement éco-citoyen. Face à la généralisation de cette situation qui menace gravement la santé de tous, le gouvernement en appelle au civisme et à l'adoption d'un comportement éco-citoyen. Et cela pour un cadre de vie sain et propre. Le Conseil donc a instruit le ministre de la Salubrité urbaine et l'ensemble des ministres concernés à l'effet d'intensifier le dispositif répressif et de prendre toutes les mesures appropriées pour lutter contre l'incivisme et promouvoir un cadre de vie sain. Le Conseil des ministres a également examiné les conclusions et recommandations du séminaire sur la gestion des conflits. Relativement au conflit intercommunautaire qui est survenu donc dans le département de Bouna, naturellement au mois de mars dernier, le séminaire a donc recommandé des actions urgentes pour amener la cohésion entre les communautés, notamment la poursuite des acteurs des actes délictueux devant les juridictions et l'indemnisation des victimes. Il ressort des enquêtes judiciaires en cours sur les événements de Bouna que 71 personnes sont détenues, dont 16 jugées et condamnées. En bref, la première dame a lancé ce matin au stade de Grand Bassam la campagne de vaccination gratuite contre la fièvre typhoïde pour les enfants de 0 à 15 ans. Mais déjà hier, concernant justement l'infection à VIH chez les enfants, Dominique Ouattara soutient les recommandations de la rencontre ministérielle continentale d'Abidjan. La rencontre a débouché sur l'adoption d'une série de mesures des États africains dans la lutte contre le VIH pédiatrique à l'échelle mondiale. La première dame a félicité les participants pour le travail abattu. Jérôme Kofi Aboulé. Après 24 heures de réflexion, la rencontre ministérielle internationale d'Abidjan suggère que la lutte contre le sida pédiatrique soit une priorité majeure de la santé mondiale, une intensification urgente du dépistage et des services de traitement et de prévention, ou encore une augmentation des ressources financières allouées à la lutte. À ces recommandations des participants, il faut ajouter cette contribution de l'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Je voudrais, en plus de ces importantes recommandations, suggérer que nos pays s'engagent plus que jamais dans la production locale de médicaments ARV en général et des formes pédiatriques en particulier, afin de réduire les coûts d'achat et de satisfaire tous nos besoins. Je reste convaincue que nous parviendrons à éradiquer cette maladie en nous mobilisant et en mutualisant les énergies, les aptitudes et les compétences de chacune des parties prenantes. Pour l'ONU-SIDA, l'objectif de voir l'Afrique parler d'une seule voix à la prochaine réunion de haut niveau sur la fin du sida est donc atteint.
L'histoire retiendra donc que ce 10 mai, à Abidjan, un pas majeur aura été posé dans le combat pour l'éradication du VIH pédiatrique. Je crois que c'était un succès et moi je repars d'ici satisfait, heureux, encore une fois, parce qu'on a pu démontrer que c'était possible et que l'Afrique pouvait se réunir et avoir une voix unique. Et cette voix, elle sera portée au niveau de la réunion de haut niveau au mois de juin à New York. Nous allons appeler ça les recommandations d'Abidjan, puisque déjà nous avons la perspective de New York, où nous allons apporter justement ces recommandations et continuer de réfléchir pour voir comment aller vite. En reconnaissance de tous ces efforts dans la lutte contre le sida, Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA, a été fait officier dans l'ordre du mérite de la Côte d'Ivoire par le président de la République, Alassane Ouattara. Et cette contribution pour la réduction de l'impact du VIH-Sida sur les enfants rendus vulnérables du fait du VIH dans le district sanitaire de Bondoukou, tel est le thème du projet mis en œuvre par l'ONG La CIBES. Cette ONG vient de faire le bilan de ses activités. Le point avec Norbert Zéhi et Thérèse Tapé-Yobé. Ce sont 300 orphelins rendus vulnérables du fait du VIH-Sida qui ont bénéficié du soutien de l'ONG La CIBES, notamment par la remise de kits alimentaires et d'hygiène, ainsi que des soutiens psychosociaux. Selon la coordinatrice de l'ONG, le projet Contribution pour la réduction de l'impact du VIH-Sida sur les enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida, OEV, a permis également de mener des activités récréatives en faveur des enfants et sensibiliser 300 leaders communautaires sur la problématique des OEV. Les responsables de l'ONG La CIBES ont par ailleurs plaidé pour un accroissement des fonds pour plus d'efficacité. Sur 600 enfants et 300 ont été servis, il faut dire qu'il y a un écart qui est tellement énorme. Donc nous faisons un plaidoyer, on lance un appel aux autorités compétentes, des efforts pour qu'on puisse avoir encore un bon financement pour qu'on puisse prendre en charge ces enfants qui sont dans les besoins. Les autorités préfectorales ont félicité les responsables de l'ONG pour le travail abattu. Elles ont réaffirmé leur volonté de l'accompagner pour la réussite de sa mission. L'ONG CIBES a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des populations démunies et en difficulté. Elle intervient dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'assainissement, ainsi que dans la lutte contre la pauvreté. L'autre titre de ce journal à 13h14. Aujourd'hui, 12 mai, le monde entier rend hommage aux infirmières et infirmiers. En Côte d'Ivoire, l'Association des infirmiers et infirmières plaide pour l'amélioration de leurs conditions de travail et le renforcement de la formation dans leur milieu. Ami Sissoko. Ce jeudi 12 mai, le monde entier célèbre les infirmières, ces personnes qui donnent des soins. Cette journée pour les encourager dans leurs tâches. La Côte d'Ivoire, qui enregistre plus de 10 000 infirmiers et infirmières, n'est pas en reste. L'Association des infirmiers et infirmières en santé de travail, l'AIST, a vanté les mérites de ce métier au cours d'une conférence de presse. Les infirmiers et les infirmières constituent le plus grand nombre de professionnels de santé, assurant plus de 80% des services sanitaires. Ils contribuent à la réalisation du troisième objectif du développement durable, c'est-à-dire permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être à tout âge. La Journée mondiale des infirmières a été lancée depuis 1965 par le Conseil international des infirmières. Chaque année, c'est l'occasion pour les infirmières et infirmiers de plaider pour une amélioration de leurs conditions de travail et le renforcement de leurs capacités. L'AIST ne déroge pas à la règle. Le Conseil international des infirmières s'est battu pour que lors de la 69e Assemblée générale de l'OMS, on puisse inscrire au chapitre les doléances des infirmiers. Nous prions, Monsieur le Président de la République, de bien vouloir permettre à une délégation infirmière d'être présente à cette rencontre. La deuxième doléance, c'est la prise en compte d'un décret de réorganisation de notre école, c'est-à-dire l'INFAS. La dernière requête, c'est bien évidemment le décret portant la création de l'ordre des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Ces agents de santé sont au premier plan dans la majorité des services de santé. Selon les experts au développement, une bonne formation des infirmières et infirmiers pourrait être la clé de l'amélioration de la qualité des soins au profit des populations.
En économie, le 26e Forum économique mondial pour l'Afrique consacré aux nouvelles technologies s'est ouvert hier au Rwanda. Plus de 1200 participants issus de plus de 70 pays sont à Kigali. Les échanges tournent autour du thème « Connecter les ressources de l'Afrique à travers la transformation numérique ». Michel Digré, notre envoyé spécial. C'est le plus important événement de l'année à Kigali avec une dizaine de chefs d'État et plus de 1500 participants. Une conférence pour connecter les ressources africaines à travers la transformation numérique. Le choix du Rwanda pour abriter le forum n'est pas fortuit. Le pays a utilisé la technologie mobile pour créer une économie dynamique bénéficiant d'un des plus forts taux de croissance du continent. Ces enjeux, nous les voyons sur plusieurs plans. Le premier, c'est de venir visiter un pays qui est aujourd'hui présenté comme un modèle au niveau africain dans le secteur des TIC, dans le secteur du numérique. Vous savez que le Rwanda a fait beaucoup de choses. Ce pays connaît un grand nombre de transformations grâce justement au numérique. Et il est important pour nous de venir entendre, de venir voir ce qui s'est fait. Nous en profitons également pour échanger avec des confrères au plan africain sur nos expériences respectives. Vous savez, le numérique aujourd'hui se développe partout, dans tous les pays africains. Chaque pays a une vision forte, a des ambitions qui sont importantes. Et chaque fois que nous nous retrouvons, nous partageons nos expériences, nous échangeons sur ce qui est fait dans chacun des pays, sur les meilleures expériences qui ont été faites, sur les erreurs aussi commises par les uns et les autres, et nous en tirons des enseignements. La diaspora africaine vivant en Europe est fortement représentée à ce forum économique. Ce forum, c'est une opportunité pour la diaspora parce qu'on fait référence à notre travail, ce qu'on fait en partenariat avec les Nations Unies, l'ONUDI. C'est de connecter les Africains qui ont des moyens et des connaissances, qui viennent en Afrique et investir. C'est d'où le thème. Ça nous a inspiré également. On veut contribuer également positivement à ces forums, car ça nous donne l'opportunité à amener les jeunes de la diaspora chez eux. Les différents panels permettront de mener la réflexion pour lutter contre la fracture numérique en Afrique et mutualiser les expertises pour le développement du continent. Ici à Abidjan, cet atelier sur la mise en place d'un système d'alerte précoce sur la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel et d'autres partenaires du monde agricole réfléchissent sur 3 jours à trouver des solutions pour gérer les crises alimentaires et nutritionnelles. Perpétuellement et grâce Kando. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, veut éviter à la Côte d'Ivoire de graves crises alimentaires comme celle du Niger en réfléchissant à des solutions concrètes. Nous sommes là pour appuyer un peu le processus de mise en place du système d'alerte précoce et le groupe de travail pluridisciplinaire en Côte d'Ivoire. Il sera question donc, de partager le processus qui est avancé ici au niveau de ce processus et aussi d'aller vers des réflexions. La disponibilité alimentaire en Côte d'Ivoire ne constitue pas un problème majeur. Le pays est autosuffisant pour la plupart des produits de grande consommation. Mais il faut détecter très tôt les problèmes liés au climat. Depuis un certain nombre d'années, nous sommes confrontés à un véritable changement climatique avec donc ses effets pervers sur les cultures. Et donc il est important qu'au niveau sous-régional, avec l'appui du SILS, que chaque pays puisse mettre en place des outils qui leur permettent de faire des alertes précoces. Au sortir de cette rencontre, les différents partenaires seront capables d'appuyer le processus de mise en place d'un système d'alerte précoce afin de fournir des informations à temps utile pour une meilleure prise de décision. Dans le cadre du plan national de développement 2016-2020, le système des Nations Unies, le gouvernement, la société civile et le secteur privé ont élaboré le cadre pragmatique unique qui présente les priorités stratégiques des Nations Unies. Les agences onusiennes et le gouvernement se sont rencontrés à Abidjan pour harmoniser leurs actions. Lassine Bakayoko et Adama Kone. Le gouvernement ivoirien et le système des Nations Unies ont désormais un plan de travail commun. C'est le cadre programmatique unique.
Son objectif, mieux coordonner les priorités du Plan national de développement PND 2016-2020. Ce plan, à la fois plus ambitieux et mobilisateur, doit permettre d'accélérer la marche vers l'émergence dans toutes ses dimensions. Ce plan de nouvelle génération nécessite un accompagnement particulier des partenaires au développement et du système des Nations Unies en particulier. Pour mesurer les résultats escomptés, les revues annuelles et les évaluations thématiques seront conduites sur la base d'un calendrier de suivi et évaluation. Il s'agira dans ce cadre d'harmoniser les approches et de veiller à un meilleur alignement de tous les projets onusiens sur les priorités nationales. Une approche innovante appréciée par le gouvernement. Je voudrais saluer le parfait alignement du cadre programmatique unique 2017-2020, des cadres de coopération des différentes agences pour la période 2017-2020 sur notre plan national de développement 2016-2020. Le système des Nations Unies sera présent aux côtés de la Côte d'Ivoire au groupe consultatif de Paris, prévu les 17 et 18 mai prochains. Voilà, dans le cadre de l'appui au développement, il existe désormais un cadre programmatique unique. Et à l'issue du plan national de développement PND 2012-2015, le gouvernement a commandité une étude pour évaluer la concertation entre l'État et le secteur privé en vue de trouver des solutions aux problèmes qui pourraient freiner le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Cette étude a montré que le dialogue État-secteur privé est une réalité, mais qu'il se pose un problème de communication qui perturbe l'exécution des décisions. Les explications de Francis Boifo. C'est un avis que partagent les acteurs du cadre de concertation État-secteur privé. Le déficit de communication perturbe l'exécution des décisions. C'est qu'il n'y a pas une appropriation des acteurs privés. Par exemple, quand vous voyez un opérateur économique, il ne sait pas forcément qu'il y a un cadre paritaire qui existe à la douane, qui existe au trésor, qui existe aux impôts, qui existe dans différents domaines de l'activité. Nous allons amplifier la communication sur ces cadres paritaires sectoriels et la banque va nous accompagner pour faire une stratégie nationale où tout le monde va se retrouver. Cet atelier vise à renforcer le dialogue public-privé autour des défis socio-économiques et les attentes des acteurs publics et privés. Cela répond à la volonté de l'État d'instaurer un environnement plus favorable au développement du secteur privé. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Sidi Touré, a officiellement installé le comité de pilotage stratégique du service civique pour l'emploi et le développement. Sa mission, déterminer la politique générale de ce comité, mais aussi adopter et approuver son budget et ses comptes. Kone Pagassoro. Les jeunes dont l'âge varie entre 16 et 30 ans en situation de vulnérabilité ou de radicalisation dans les centres de formation citoyenne et professionnelle seront désormais formés à travers un processus de resocialisation et d'encadrement. L'initiative est du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Pour la réussite et le suivi de ce processus, le ministre Sidi Touré a procédé à l'installation du comité de pilotage stratégique du service civique pour l'emploi et le développement SCAED. Chers membres du comité de pilotage, vous constituez donc la boussole du SCAED car c'est vous qui lui donnez une vision ou une orientation stratégique. La tâche est immense et la nation entière compte sur vous pour une insertion socio-professionnelle réussie de nos jeunes marginalisés ou en voie de radicalisation. Les membres de ce comité ont pour mission l'identification de la politique générale du SCAED, mais aussi l'adoption et l'approbation de son budget et de ses comptes. L'installation de ce comité est une étape importante dans l'opérationnalisation du processus de formation des jeunes en situation de vulnérabilité. Ce comité de pilotage est donc le deuxième organe de gestion du SCAED. Il constitue une plateforme des représentants des ministères et institutions impliqués dans les questions d'insertion et d'encadrement des jeunes marginalisés et en voie de radicalisation. Concernant les PME, l'Institut ivoirien de l'entreprise organise à Yamoussoukro un séminaire d'élaboration de la feuille de route des encadreurs des petites et moyennes entreprises. Il est question de suivre les PME afin de produire, de commercialiser et de rembourser les crédits qui leur sont octroyés en temps réel. Reportage Brahima Doumbia, commentaire Léon Bro.
Cet atelier de Yamoussoukro fait suite à 4 autres portant sur la problématique de l'encadrement des petites et moyennes entreprises à PME. Il s'agit des travaux pour la sélection du bon promoteur, l'encadrement des PME à créer, la définition du profil des acteurs de l'encadrement des PME et enfin l'atelier de définition des indicateurs de performance et d'élaboration d'un tableau de bord pour les entreprises de l'INIE, l'Institut ivoirien de l'entreprise. C'est donc à juste titre que les résultats de ces réflexions servent de base et d'orientation aux travaux du présent atelier. Ce séminaire doit nous permettre de savoir quels sont les outils d'appui et accompagnement de l'encadreur vis-à-vis auprès des promoteurs et ensuite quels sont les éléments, les indicateurs de mesure des réalisations que nous pouvons mettre en place pour pouvoir apprécier si oui ou non les objectifs d'encadrement que nous nous donnons sont atteints. À cet atelier de Yamoussoukro, présidé par Mohamed Fofana, directeur général de l'Institut ivoirien de l'entreprise, participent les promoteurs de PME et les points focaux de l'INIE aux côtés de 12 experts. Ils sont spécialisés notamment dans les projets de production de tomates hors sol, d'élevage de tilapia, en management des entreprises, en marketing commercial, en comptabilité et finances et en gestion entrepreneuriale. Parlons maintenant de la protection des données à caractère personnel. En Côte d'Ivoire, la loi relative à la protection des données est entrée en vigueur. Afin de s'approprier la culture de la protection des données, la RTCI, l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, a initié un séminaire de 3 jours au plateau pour sensibiliser les populations, nous dit Patricia Omouetia. Depuis toujours, la collecte et l'utilisation de données personnelles ont servi à poser des actes sans précaution particulière. Ce ne sera plus le cas aujourd'hui avec la mise en œuvre de la loi relative à la protection des données à caractère personnel. Désormais, il faudrait indiquer à la personne concernée la finalité du recueil de ces informations, la durée de leur conservation, le lieu de stockage et surtout obtenir son consentement. L'opérateur qui a un consommateur doit pouvoir lui passer l'information et mettre même sur son contrat que ces données seront protégées. Donc il lui faut une autorisation. Cette autorisation est donnée par la RTCI. Votre nom, votre prénom, votre lieu de naissance, ça vous appartient. C'est ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes. Et avoir conscience qu'on a un droit de propriété sur ces données-là et que ces données, du coup, lorsqu'on les confie à des tiers, ces administrations et ces entreprises ne peuvent pas en faire ce qu'elles veulent. La RTCI, l'Agence de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, s'attelle à vulgariser la législation en vue de prévenir les abus lors des manipulations de données personnelles des Ivoiriens. La loi relative à la protection des données à caractère personnel a été prise depuis 2013. La RTCI est née en 2012. Il nous a fallu du temps, d'abord pour mettre en place la structure, et maintenant nous devons procéder à la mise en œuvre de la loi. Une exigence qui va même au-delà de nos frontières avec l'Association francophone des autorités de protection des données personnelles qui compte 89 pays membres, dont 13 pays africains. Ce séminaire est très important parce qu'il nous permet des échanges, il nous permet de nous confronter un peu avec les autres pays et les pays africains autour de nous pour voir où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Conformément à la loi numéro 2013-450 du 19 juin 2013, l'on peut exercer ses droits d'accès, d'opposition et de suppression de données personnelles auprès de l'ARTCI, autorité de protection. Les étudiants handicapés reconnaissant à la première dame Dominique Ouattara, sa fondation Children of Africa a inscrit 157 étudiants dans les différentes universités de Côte d'Ivoire pour un coût de plus de 9 millions de francs CFA. Honorine Aingori. Par l'entremise de la fondation Children of Africa, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a offert plus de 9 800 000 francs CFA au groupement pour l'insertion des étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire, JMC, ce qui a permis d'inscrire 157 étudiants handicapés de 2015 à 2016 dans les universités de Côte d'Ivoire. Cette dame a le cœur d'or et vraiment je la remercie. Cela va nous permettre de continuer nos études.
Pour exprimer sa gratitude à la Première Dame, ce groupement a organisé un point presse. Madame la Première Dame, en 2015, avait procédé à l'inscription de 57 étudiants handicapés à travers la remise d'un chèque d'une valeur de 2 645 000. Cette année encore, Madame la Première Dame a décidé de dresser une oreille attentive à l'endroit de ses enfants en procédant à la remise d'un chèque de 7 155 000 francs CFA le mardi 19 avril 2016, ce qui équivaut à l'inscription de 100 étudiants handicapés en cette année universitaire 2016. Les étudiants handicapés par ma voix voudraient dire merci à Mme Dominique Ouattara. Créé en 1980, le groupement pour l'insertion des étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire a pour objectif, entre autres, de participer à l'achat de matériel adapté aux membres nécessiteux et de les aider à se loger. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.